Bonsoir mesdames et messieurs et bienvenue à ce journal. Le sommaire, afin de sécuriser davantage la ville de Ouagadougou, la police municipale a entamé ce matin une campagne d'abattage de chiens errants. 41 chiens ont été abattus. Préparatif de la Journée internationale de la femme 8 mars 2016, le ministère de la Femme fait le point de l'organisation. Revendication des syndicats, le ministre de la fonction publique Clément Sawadogo a eu une prise de contact ce matin avec les structures syndicales. 41 chiens errants ont été abattus aujourd'hui par la police municipale au premier jour de sa campagne. Une opération qui répond à un besoin de salubrité selon le directeur de la police municipale. Les chiens abattus ont tous été incinérés. Le reportage est signé Cheikh Omar Bandogo. Dernière consigne avant la sortie sur le terrain. Il est 6h15 ce 25 février et nous sommes à la direction générale de la police municipale de la ville de Ouagadougou. Le contrôleur de police Paulin Kaboré est à la tête d'une équipe de 6 agents de la police municipale, de 2 tireurs et de 5 volontaires. Son équipe doit accomplir une mission pas très connue des populations. Elle doit abattre des chiens errants de la ville de Ouagadougou. La campagne d'abattage des chiens errants dans la ville de Ouagadougou répond à un besoin de salubrité au niveau de la ville de Ouagadougou. Nous avons constaté qu'au niveau des services sanitaires, il y avait beaucoup de citoyens qui venaient parce qu'ils avaient été mordus par des chiens. La sensibilisation ne produisant pas ses effets escomptés, il fallait passer à la répression. Habiles, les tireurs ne tardent pas à faire les premières victimes de la journée. Il est 6h45 et l'équipe est sur le terrain depuis maintenant 15 minutes. La ronde censée concerner les arrondissements 1 et 2 de la ville de Ouagadougou se fera finalement dans les arrondissements 6 et 12. 5 heures de chasse et le résultat est le suivant. Pour 44 tirs déclenchés, nous avons pu abattre 41 chiens. Donc ça veut dire que le taux de réussite est très bon. Nous sommes autour de 93% de taux de réussite dans les tirs. Ça veut dire que ça va. On n'a enregistré aucun incident. Sous le regard ahuri des populations, la police municipale continue sa campagne de nettoyage. Des populations qui n'apprécient pas toute l'action, mais la plupart se montrent favorables. 44 tirs et 41 chiens abattus qui ont été amenés à une trentaine de kilomètres hors de la ville de Ouagadougou pour y être incinérés. Une première journée réussie. Les responsables de la police municipale espèrent en faire autant les 13 autres jours que va durer cette campagne. C'était un reportage signé Cheikh Omar Bandogo. Cette année, c'est la ville de Ouagadougou, dans la région du centre, qui abritera la célébration officielle de la 159e journée du 8 mars. Et face aux médias, le ministre en charge de l'économie, de la femme, de la solidarité nationale a fait le point et des préparatifs. Plusieurs activités sont au programme, dont des conférences publiques, des mariages collectifs. Gaël Rodrigue, reportage. Le Burkina Faso commémore la 159e journée internationale de la femme sous le thème « Entrepreneuriat agricole des femmes, obstacles, défis et perspectives ». L'innovation cette année est la distinction des femmes dans l'entrepreneuriat agricole. Nous avons des femmes battantes, des femmes qui sont là, transformatrices et productrices de beurre de karité, de sumbala, de fonio, ainsi de suite. Je crois que ce n'est pas dans les grandes usines ou les grandes entreprises seulement qu'on peut parler d'entrepreneurs. Donc, à tous les niveaux que ce soit, cette activité va également se dérouler. Il a été aussi question au cours de cette rencontre des pains du 8 mars importés. Mais pour ce qui est du pain importé de la Chine, c'est vrai, le gouvernement, en prenant cette décision au Conseil des ministres le 2 septembre, peut-être a manqué de prendre des mesures pour protéger cette décision. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on se retrouve sur la place du marché avec le pain importé. Mais aussi de la diversité des motifs de pain du 8 mars. Plusieurs motifs de pain faso d'Amfani du 8 mars sur le marché.
n'est pas en soi un dysfonctionnement. Je pense que pour toutes les femmes qui sont ici, si vous prenez un type de pain donné, surtout que les pains, on a l'habitude de leur donner un nom. Si vous prenez par exemple le pain Addis Abeba, il existe en plusieurs couleurs, en plusieurs motifs. Vous prenez les pains religieux, nous les avons également en plusieurs couleurs. Parce que je crois que c'est aussi cette coloration qui fait la beauté aussi de la chose. J'aime le dire, l'arc-en-ciel est beau parce qu'il a plusieurs couleurs. Pour ce qui est de la multiplicité des thèmes sur les différents pains, Laure Zongo nous donne plus de précisions. Les ministres en charge de l'habitat et de la sécurité, Maurice Bonané et Simon Comporé, ont effectué ce matin une visite sur les logements sociaux de Basenko. Objectif, constater l'état d'avancement de la construction de la cité. Et au terme de la visite, la délégation est repartie avec un goût d'inachevé. Sur le plan sécuritaire, des mesures sont déjà annoncées par le ministre Simon Comporé. Hassan Nakro, reportage. 2 ministres sur les chantiers de construction des logements sociaux de Basenko. Il s'agit de Simon Comporé, le ministre en charge de la décentralisation de la sécurité, et le ministre en charge de l'habitat et de l'urbanisme, Maurice Dieudonné Bonané. Ils sont allés constater l'état d'avancement des travaux de cette cité. Pour Simon Comporé, même si l'œuvre est salutaire, elle reste tout de même inachevée. On peut dire que c'est une très grande œuvre, malheureusement inachevée. Inachevée parce que je n'ai pas eu le coût global de l'infrastructure qui est aux forces d'admiration. Mais quand on met autant d'argent dans un projet, il faut que ce projet-là puisse être immédiatement rentable. Comme on nous l'a dit, il y a 20% d'occupation. Les 20%, c'est avec des points d'interrogation. Alors là, ça pose problème. 20% d'occupation liée à plusieurs problèmes que les 2 ministres s'engagent à résoudre urgemment, certains avec un délai de 10 jours. Comme vous avez vu, tous les deux, nous avons décidé que l'infrastructure sanitaire, le CSPS, soit fonctionnel dans 10 jours. Au niveau de la sécurité, bon, comme je suis chargé de la sécurité, j'ai dit aux responsables de CGC, c'est ça, de me suivre même aujourd'hui même. Le directeur général de la police aura un entretien avec le responsable de CGC et il semble qu'il y a 2 villas qu'on va rendre fonctionnelles rapidement pour permettre à une équipe de la police d'investir les lieux et d'assurer la sécurité des ordres. Après Basenko, c'est Bonheurville, une zone nouvellement lotie qui a reçu la visite du ministre en charge de l'habitat, et c'est les mêmes préoccupations à quelques exceptions près qui se sont signalées. Pratiquement rien n'a été fait ici, ni sur le plan de la voirie même primaire, et sur le plan des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Et malheureusement, ce lotissement a été pratiquement fait dans le lit d'un marigot, ce qui rend l'intervention beaucoup plus difficile. Mais le ministre dit être disponible à d'éventuels échanges sur ses préoccupations afin de leur trouver des solutions adéquates. Le Burkina Faso n'est pas seul dans la lutte contre le terrorisme. Le haut représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel, Pierre Bouyoya, a témoigné hier au président Kaboré tout le soutien de l'organisation africaine au Burkina. Reçu en audience à Ouagadougou, il a aussi fait la promotion de la coopération régionale contre le terrorisme. Le ministre de la fonction publique, Clément Sawadogo, a rencontré aujourd'hui les syndicats. Il a été question pour les 2 parties de faire le point des revendications syndicales et des négociations. Pour le ministre Sawadogo, il s'agit pour lui, à l'issue de cette prise de contact, d'être un bon intermédiaire entre les syndicats et le gouvernement. Le point des échanges avec Hassan Nakro. Le ministre en charge de la fonction publique, Clément Sawadogo, a tenu une rencontre avec les syndicats ce jeudi 25 février 2016. Objectif, discuter des points de revendication des structures syndicales. Pour le ministre, la rencontre lui a permis de mieux s'imprégner des points de revendication des syndicats afin de les transmettre fidèlement au gouvernement. Nous nous asseyons ensemble ce matin pour faire le point des différents dossiers parce que je suis aussi
l'intermédiaire entre le gouvernement et les syndicats. Je voudrais être un traducteur fidèle qui peut évoquer les questions devant le gouvernement sans les trahir. Et au ministre de préciser que cette séance ne vient pas faire ombrage aux habituelles rencontres gouvernement-syndicat. Il ne s'agit pas d'une rencontre gouvernement-syndicat pour discuter dans le fond des préoccupations du monde du travail, puisque cette rencontre, elle a forcément lieu, elle aura lieu de manière ultérieure. Ce matin, il s'agit d'une rencontre donc, entre le ministère de tutelle que je suis et les syndicats pour faire le point des différentes questions qui sont à l'ordre du jour. À la sortie de cette rencontre, les syndicats disent se réjouir de la disponibilité du ministre à échanger avec eux. Il faut qu'on se réjouisse de la concrétisation de cette rencontre que le ministre avait promis. Et nous constatons positivement sa disponibilité, en tout cas à échanger avec nous. Et donc ce matin, c'est juste pour faire un état des lieux et nous partons comme date de référence ou bien comme document de référence le communiqué final de la dernière rencontre gouvernement-syndicat. Sur 19 points environ, je le dis sous réserve, il y a 3 totalement mis en œuvre. Il y a des points qui sont partiellement mis en œuvre et il y a d'autres points qui sont toujours en étude. La rencontre a connu la participation des structures syndicales regroupées autour de l'unité d'action syndicale UAS et du syndicat autonome des travailleurs. La suite de ce journal, réuni depuis ce matin, le comité de pilotage du projet Fonds de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants passe en revue son rapport d'activité de l'année 2015. Le premier responsable du comité se réjouit des nombreuses réalisations engrangées dans le cadre de la protection de l'enfance. Des éléments de satisfaction certes, mais des difficultés aussi, il y en a eu. Samba Kassile Traoré, reportage. Afin de mieux lutter pour l'amélioration de la situation des jeunes et des enfants victimes de traite, le comité de pilotage du projet Fonds de lutte contre la traite et les pires formes de travail des enfants tient sa première session ordinaire de la 4e phase du projet ce jeudi 25 février 2016. Cette séance de travail vise à examiner les rapports d'activité du fonds au cours de l'année 2015. Et il s'agira pour les membres du comité de pilotage d'examiner le rapport d'activité 2015 et pour voir ce que nous avons pu réaliser, les activités réalisées dans le cadre de ce projet et prendre les mesures pour une meilleure mise en œuvre des activités programmées dans le cadre de 2016. À en croire le président du comité de pilotage du Fonds Enfants, le projet a engagé de nombreux acquis au cours de l'année écoulée. Au cours de l'année 2015, il y a eu beaucoup de réalisations en faveur des enfants et des personnes, j'allais dire, vulnérables. Et il y a eu, bien entendu, les contributions au niveau des cantines scolaires. Il y a eu l'appui aux enfants exposés aux pires formes de violence et puis, bien entendu, les enfants, j'allais dire, vulnérables. Mais le projet rencontre des difficultés qui freinent l'exécution de certaines de ces activités. Le fait que le Burkina connaît en ce moment un boom minier, j'allais dire, fait que ça met à rude épreuve, j'allais dire, les résultats que nous avons atteints. L'autre difficulté, c'est, comme je vous le disais tantôt, le Fonds Enfants exécute ses projets à travers des partenaires au développement. La difficulté de ça, c'est que on a que la vitesse souvent souhaitée dans l'exécution du dossier ne suive pas forcément. Il faut noter que la première phase du projet a débuté en 2005 et il est à sa 4e phase depuis 2014. Et pour cette année 2016, il compte poursuivre ses activités à travers l'appui aux cantines scolaires et à la construction d'infrastructures scolaires.
Le rapport 2015-2016 d'Amnesty International a été rendu public hier. Le document fait cas de nombreuses atteintes aux droits de l'homme dans le monde. Au Burkina Faso, ces atteintes portent sur la libre expression et la presse, la liberté de réunion et des cas de meurtre constatés lors des troubles que le pays a connus ces 12 derniers mois. Il convient de souligner que des avancées ont été enregistrées en matière de droits humains, dont le vote de l'ONU d'une résolution en faveur des défenseurs des droits de l'homme, la libération de prisonniers. Retour à Ouagadougou, les députés du groupe parlementaire MPP affûtent leurs armes pour les municipales. Réunis à Koudougou, ils ont réfléchi ce matin à comment réussir les élections locales pour optimiser la mise en œuvre du programme quinquennal du président Roch-Marc Christian Kaboré. La question sécuritaire sera longuement abordée durant ces 48 heures. Des précisions avec Hassan Nakrou. Le contexte sécuritaire du pays préoccupe bien les députés du groupe parlementaire du parti au pouvoir, le mouvement du peuple pour le progrès, qui se prépare également pour les élections municipales. C'est pourquoi, pendant 48 heures, les élus du parti vont réfléchir sur le thème « Réussir les élections locales pour optimiser la mise en œuvre du programme quinquennal du président du Faso dans un contexte de besoins sécuritaires ». Quelle contribution du groupe parlementaire MPP? Effectivement, les députés du groupe parlementaire MPP ont choisi de faire une tête à Koudougou afin de réfléchir sur un thème d'actualité qui porte éventuellement sur les élections locales à venir et également le contexte sécuritaire dans lequel nous évoluons actuellement. Donc c'est les deux axes majeurs, bien sûr, sans oublier le quinquennat du président. Donc nous allons réfléchir en tout cas sur les modes de financement de ce programme quinquennal. Et naturellement, nous devons également donner la part contributive du groupe parlementaire MPP. Le groupe parlementaire veut renforcer la capacité des élus du parti en vue d'une victoire au municipal de mai prochain, dont les enjeux sont énormes. Donc il est de notre devoir, en tout cas en tant que parti, au pouvoir de travailler de telle sorte qu'au niveau des élections locales, nous puissions quand même remporter un certain nombre de sièges, un certain nombre de mairies, de façon à pouvoir mettre en œuvre le programme du président Roch-Marc Christian Kaboré. Parce que vous savez que les populations à la base, c'est elles qui font le développement. Donc il est impérieux pour nous en tout cas de travailler à avoir des résultats conséquents. La cérémonie d'ouverture de cette rentrée parlementaire du groupe MPP a connu la présence de représentants d'autres groupes parlementaires tels l'UPC, Justice et Réconciliation et Burkinlim, venus apporter leur soutien à leurs collègues. Et dans le cadre des préparatifs des municipales, le processus électoral a été expliqué ce matin aux forces vives de la région du centre par les responsables de la CENI. Pour ce qui concerne le début de la campagne électorale, Maître Barthélémy Kéré a affirmé que ce sera probablement prévu du 7 au 20 mai 2016. Et rappelons que le corps électoral a été convoqué le 22 mai prochain. Au total, ce sont plus de 5 millions d'électeurs inscrits pour ces municipales. Le 4e forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia 2016 bat son plein à Ouagadougou. L'une des particularités de cet événement, c'est bien sûr l'opportunité d'affaires et de partenariat qui s'ouvre aux nombreux participants et exposant la rencontre B2B. Cet espace spécialement aménagé pour permettre aux hommes d'affaires d'échanger. Joël Zoundi a assisté à ces rencontres suivantes. Rechercher des opportunités ou promouvoir des produits sont entre autres les motivations des participants au 4e Forum ouest-africain de développement des entreprises Africalia. Africalia permet d'ouvrir les portes de l'Afrique de l'Ouest aux entreprises du monde. C'est l'objet aussi des rencontres B2B. Opportunité pour nous, les hommes d'affaires, de rencontrer des partenaires et d'ouvrir nos horizons. C'est un rendez-vous j'allais dire du donner et du recevoir, d'échange d'expériences. Une très bonne opportunité en tout cas pour lier de nouveaux contacts. Ça se passe bien pour le moment, seulement que le temps qui nous a été réuni est bref. Souvent les 30 minutes là sont tellement peu, le temps que de démarrer et puis finir seulement, nous sommes à la fin.
Sinon, c'est fruitier, vraiment c'est intéressant. On a assez d'entreprises et on a beaucoup d'opportunités d'affaires et de partenariats. Nous évoluons dans le développement local, la décentralisation, les systèmes d'information géographique, la cartographie. Nous participons à Africalia 2016 pour la recherche des partenaires parce que nous voulons étendre nos activités dans la sous-région. Donc nous voulons nouer des partenariats dans le domaine de surtout le changement climatique. Les premières rencontres sont prometteuses et les participants s'en félicitent. On a pu réaliser pas mal de projets avec ces partenaires qu'on a eu à Africalia édition 2014. Donc pour nous, Africalia, c'est vraiment une bonne opportunité d'affaires. On a eu des partenaires au Mali, au Niger, avec lesquels on continue toujours, et même au Burkina Faso. Et au regard il faut féliciter déjà les organisateurs de cette présente édition, parce que les rendez-vous sont dans le timing. Et au regard des rendez-vous qu'on a eu à prendre auparavant, entre ceux qui ont demandé à nous rencontrer et ceux que nous avons demandé à rencontrer, on se rend compte qu'il y a vraiment un réel potentiel. Pour satisfaction, nous pensons que vraiment ces rencontres-là vont porter des fruits à l'avenir. Nous sommes vraiment confiants et nous sommes heureux d'avoir participé à Africalia 2016. C'est le Premier ministre Paul Kaba-Thieba qui a donné le clap de départ du 4e forum d'Africalia qui se déroule du 24 au 26 février à Ouagadougou au Burkina Faso. Outre les rencontres B2B, des conférences thématiques sont organisées au profit des participants. Une foire est aussi organisée où l'on retrouve des produits venus du monde entier. Parlons santé à présent avec la lutte contre la méningite. L'Organisation mondiale de la santé attire l'attention des populations sur l'apparition de nouvelles souches de méningocoque. Avec ces nouvelles souches, 3 cas pour 100 000 habitants suffisent à donner l'alerte. Plus de détails avec la représentante pays de l'OMS dans ce reportage de Doumadié Guel Rodrigue. La lutte contre l'épidémie de la méningite enregistre des progrès depuis 2010. En effet, c'est en cette année que l'Organisation mondiale de la santé a mis à la disposition de la population un vaccin contre la méningite à méningocoque A. Avant 2010, donc, les pays souffraient surtout de la méningite à méningocoque A, qui était responsable de grandes épidémies avec de nombreux décès. Et depuis 2010, avec l'introduction du nouveau vaccin conjugué contre le méningocoque A, on doit dire que on a de moins en moins, pour ne pas dire qu'on n'en a plus, d'épidémie de méningite à méningocoque A. Malgré ce progrès, la prudence est tout de même recommandée car de nouvelles souches méningocoques ont fait leur apparition. On a vu apparaître d'autres souches de méningocoque, telles que le W, telles que le C, telles que le X, pour ne mentionner que celles-là, que ces souches-là. Et puis d'autres souches bactériennes non à méningocoque, telles que le Streptococcus pneumoniae et puis l'Hémophilus influenzae. Donc pour 2016, on s'attend non pas à avoir d'épidémie à méningocoque A, mais d'épidémie avec d'autres souches. Et notre plus grande inquiétude, c'est l'épidémie à méningocoque C. Pour parer à toute éventualité, des recommandations ont été formulées aux différents pays concernés par la dite maladie. Jusqu'à récemment, on avait dit aux pays, lorsque vous avez, pour un district qui comporte entre 30 000 et 100 000 habitants, lorsque vous avez 5 cas pour 100 000 en une semaine, déjà, il faut être en alerte. Nous avons révisé ce taux-là à la baisse. Maintenant, lorsque vous avez 3 cas pour 100 000 habitants, il faut être en alerte. L'Organisation mondiale de la santé préconise la sensibilisation de la population sur les mesures de protection comme option pour enrayer cette épidémie qui ne cesse de faire de nombreuses victimes dans la ceinture de la méningite de l'Afrique. Autre information, il y a un mois, des commerces partaient en fumée dans une série d'incendies dont la nature n'a pas encore été identifiée. Et à travers les flammes, c'est le travail et l'espoir de ces commerçants qui se consumaient.
Nous avons rencontré des victimes qui se remettent tout doucement de ces événements. Le constat avec Cheikh Omar Bandogo. Entre le 19 et le 23 janvier dernier, la ville de Ouagadougou a connu une série noire. En effet, des incendies ont ravagé plusieurs de ses marchés. Un mois après le sinistre, la vie peine à reprendre dans certains des commerces touchés. Pour ces commerçants, c'est l'instinct de survie qui les oblige à s'endetter pour reprendre leurs activités. Je suis parti, c'est le commerçant là qui m'a appelé. Il m'a dit que de prendre un peu venir vendre pour donner les enfants là, ils vont manger. Je ne voulais pas prendre même. Parce que si j'ai pris le crédit les gens, et puis ils ont venu brûler encore. Comment j'ai fait pour payer ça? Et le crédit, on m'a appelé les gens de Doroko qui a appelé ma fille pour donner un peu. Il est venu commencer. On dit que la vie humaine vaut mieux que le matériel. Donc si nous sommes toujours en vie, nous remercions le bon Dieu d'abord. Pour le renouvellement, c'est le soutien des amis et des parents qui nous a permis de renouveler nos maisons pour recommencer. Cependant, d'autres commerces attendent toujours de renaître de leurs cendres. Et pour ceux qui ont pu rouvrir, la clientèle se fait rare. Maintenant, il n'y a pas de client. S'il n'y a pas de marchandises, c'est qui est. Ce sont des marchandises qui viennent, qui l'appellent le client. Il n'y a pas de marchandises. Il n'y a pas de marchandises, il n'y a pas de client. Donc, les clients sont venus, ils peuvent venir, il n'y a rien. Donc, on va partir pour aller à l'extérieur. Actuellement, comme ça, c'est grave avec nous. Donc, on n'a rien. Donc, il n'y a pas de dommage, il n'y a rien. À présent, je suis à un chiffre d'affaires de 200 000. Pourtant, j'avais au moins 600 000. Et je suis revenu à 200 000 pour recommencer à zéro. Voilà. Un mois après ces incendies, les causes demeurent toujours inconnues. Pour ces victimes, il est nécessaire que le gouvernement leur vienne en aide. Celui-ci étant resté silencieux après sa visite à chaud sur les lieux. Hors de chez nous, on en sait un peu plus sur le bilan exact des soldats kenyans décédés en janvier lors d'une attaque des Chebab dans une base onusienne. Le président somalien a indiqué qu'au moins 180 soldats kenyans ont été tués dans ce raid. Le Kenya, par contre, est resté silencieux sur le nombre officiel de ces soldats tombés sous les balles des islamistes. Au Mali, un chef des casques bleus tchadien a été abattu par un soldat de son contingent. L'incident s'est produit dans le nord-est du pays, à Kidal. Selon des sources sécuritaires, le casque bleu tchadien mutin n'a pas supporté les observations de son supérieur qui l'accusait de choses graves. Toujours selon cette même source, les faits interviennent au moment où des dizaines de casques bleus tchadiens sont mécontents de leurs conditions de vie et de travail dans le nord du Mali. Et nous refermons ce journal avec cette information. Merci de l'avoir suivi et excellente suite de nos programmes.